Within days, actually, because a couple of the countries that have Patriots are going to swap over and will replace the Patriots with the ones they have. It's a horrible war, and it should be stopped. And so if it's not done, if we don't have an agreement in 50 days, that's what we're doing. Donald Trump tourne le dos littéralement au président russe Vladimir Poutine, à qui il donne un ultimatum de 50 jours pour obtenir un accord de paix en Ukraine. Non seulement il le menace de tarifs de 100 %, mais il annonce aussi que les États-Unis vont permettre l'envoi de systèmes de défense antiaérienne patriotes. Bonjour, Raphaël Jacob. Bonjour, Catherine. Rien ne va plus, finalement, entre le président Trump et le président Poutine. J'irais même plus largement que ça, en vous disant que rien ne va, point, pour ce qui est de la gestion des conflits internationaux majeurs dont M. Trump a hérité, à la fois à Gaza et en Ukraine. En fait, je vous sommerai après presque exactement 6 mois en fonction, ça va faire 6 mois techniquement cette semaine, après 6 mois, en quoi est-ce que le portrait dans l'un ou l'autre des conflits est de façon appréciable, différent de celui dont M. Trump a hérité. Bonne chance de donner une réponse qui est convaincante dans l'affirmative. Ça, c'est une chose. Pour ce qui est de l'Ukraine spécifiquement, il y a aussi, je crois, un élément qu'on doit mettre en relief ensemble ce soir, et c'est l'incohérence totale de M. Trump. C'est-à-dire que dans la dernière semaine, rappelez-vous, il y a eu la question de sans dire la cessation, tout au moins le freinement de l'envoi d'armement à l'Ukraine de la part des États-Unis. On avait posé la question au président. Un journaliste lui avait demandé qui est responsable d'avoir pesé sur le bouton pause, si on veut. Et la réponse presque textuelle du président américain, ça a été de dire « Je ne sais pas pourquoi est-ce que vous, journalistes, ne le dites pas. » C'est le président des États-Unis. Et quand on a laissé quelques heures passer, on a reposé une question de suivi au président. Et là, la réponse a été de dire « Savez-vous quoi? J'y ai pas vraiment pensé. Donc, j'ai pas vraiment plus de réponses à vous donner. » Là, on attend quelques jours. Finalement, on débloque cette nouvelle ronde d'armement. Donc, c'est à la fois du cafouillis et surtout une absence de résultats très nets qu'on voit après, encore une fois, presque 6 mois en fonction. Parce qu'il avait promis de régler ce conflit en 24 heures, Raphaël. Donc, est-ce qu'il ne sait plus quoi faire, finalement? Lorsque c'est rendu qu'en juillet 2025, après presque 3 ans et demi à la fois de cette guerre-là et de ces sanctions-là qui ne, doit-on le rappeler, fonctionnent pas, lorsqu'on évoque encore ça comme menace, c'est qu'on est, sans faire de mauvais jeu de mots, à recours de recours. Et M. Poutine le sait très bien. Donc, ça s'en va nulle part parce que, pour reprendre l'expression qui est très chère au président américain, lui-même n'a pas de bonne carte à jouer actuellement. Et là, il s'entend avec l'OTAN. Il va envoyer des armes, là, ces fameux systèmes patriotes là, de défense antiaérienne, mais pas directement. C'est-à-dire qu'il va vendre ces armes-là à l'OTAN, à des pays européens, entre autres, qui, eux, vont les fournir à l'Ukraine. Pourquoi il fait ça comme ça? Est-ce que c'est pour satisfaire sa base? En énorme partie, la réponse est oui. Là, ça, on résume ça en quelques mots. On sait que ça faisait partie de sa rhétorique de campagne, comme quoi peut-être que les États-Unis pourraient, même devraient continuer à armer les Ukrainiens, mais les Européens devraient davantage faire leur part. Donc, c'est une façon, ne serait-ce que symbolique, d'honorer cette promesse-là. Mais encore une fois, au risque de se répéter, cette promesse-là, elle est clairement sous-jacente à une promesse beaucoup plus importante et beaucoup plus fondamentale de mettre fin au conflit. Et cette fin de conflit-là, nonobstant ce qui est annoncé aujourd'hui, elle est toujours très loin d'être devant nous. Parlons de sa base, justement, du mouvement MAGA, Raphaël, parce qu'on a l'impression, puis peut-être qu'on se trompe, vous allez nous le dire, que ça va pas très bien avec sa base ces jours-ci. Il y a eu le Big Beautiful Bill dont on a parlé ensemble, beaucoup de tractations. Là, il y a le dossier de Jeffrey Epstein qui fait des remous aussi. Absolument. Et donc, pour ce qui est de la base de M. Trump, il faut comprendre d'où vient la colère. Et actuellement, elle est palpable. Aux États-Unis, je m'y trouve là. Chez les électeurs, pas tous, mais chez plusieurs électeurs de M. Trump, il y a énormément de colère, pas nécessairement à l'endroit du président personnellement, mais à l'endroit de certains membres extrêmement importants de son propre cabinet, incluant particulièrement Pam Bondi, la procureure générale. Pourquoi? Là aussi, si on résume, c'est qu'au tout début, et on la voit présentement, au tout début du mandat, il y a quelques mois, Mme Bondi, ainsi que d'autres proches de M. Trump, ont fait miroiter clairement qu'il y avait des documents, des informations autour du décès de M. Epstein qui n'avaient pas été dévoilés à la population américaine et que eux et elles allaient faire le ménage, allaient faire preuve de transparence et grâce à eux, enfin, on apprendrait vraiment la vérité. Ce qui était sous-entendu là-dedans, c'est que dans le fond, le décès de M. Epstein n'était pas nécessairement un suicide, c'était peut-être
une sorte de complot qui avait été orchestré. Bref, on avance et là, dans les derniers jours, qu'est-ce qui se passe? Mme Bundy, M. Patel également, directeur du FBI, là aussi nommé par M. Trump personnellement, sort publiquement pour faire essentiellement un 180 degrés et dire, mais savez-vous quoi? Non, finalement, on a fait le tour et il n'y a vraiment rien qu'on ne cache pas. Le problème, il est double. Là aussi, je me fais bref, mais il est double et c'est important de le comprendre. C'est que non seulement ils se contredisent eux-mêmes, Ouais. mais ils contredisent également Alan Dershowitz. Qui est Alan Dershowitz? C'est un des plus importants avocats aux États-Unis depuis maintenant des décennies. Il a enseigné pendant 50 ans à Harvard et dans les dernières années a été l'un des plus importants, je dirais, esprits légaux à défendre à répétition dans l'arène publique, nul autre que Donald Trump. M. Dershowitz, lui, a dit publiquement, sans équivoque, qu'il y avait bel et bien des gens extrêmement haut placés, extrêmement puissants, qui étaient de mèche et qui sont protégés présentement par la machine. Donc, dans ce cas-ci, vous savez, je veux souvent faire presque toujours en fait faire dans la nuance. Dans ce cas-ci, il n'y a pas de nuance à être faite, Catherine. Soit la procureure générale et le directeur du FBI mentent, ou l'un des plus importants avocats à avoir défendu le président Trump depuis les dernières années, M. Dershowitz, ment. C'est un ou l'autre. Est-ce qu'on va finir Donc, par le la savoir? colère ne Est-ce va qu'il pas va s'estomper. est-ce qu'il va devoir la sacrifier, Pam Bundy, en quelques secondes, Raphaël? En quelques secondes, Catherine, vous me lancez la question la plus difficile de l'entrevue pour la fin. Je vous dirai peut-être, mais pour l'instant, il n'y a pas de signe comme tel. Au contraire, le président, dans les dernières Il l'a heures, défendu. a envoyé un message public comme quoi pour le défendre. Mais ça, c'est présentant, vous le savez comme moi, il peut vite changer d'idée. Et vous savez aussi qu'on va se reparler assurément. Merci, Raphaël. Au revoir. Merci.